Bonjour, bienvenue pour cette plongée dans la carrière d'une véritable légende du hockey, Jean-Guy Talbot. On a plusieurs sources qui retracent son parcours exceptionnel. Oui, bonjour, et notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu ce qui a fait de lui, bien plus qu'un simple défenseur, un pilier des Canadiens de Montréal pendant leur âge d'or, et puis une figure marquante du sport. Exactement. On va regarder ses débuts, son rôle crucial dans cette dynastie incroyable des Canadiens, et puis son héritage. Alors on commence par le commencement, au Cap de la Madeleine. C'est ça. Il commence le hockey très jeune, et l'anecdote assez connue, c'est qu'il a débuté comme gardien de but. Ah oui, C'est étonnant, ça. oui, enfin une courte expérience. Apparemment, il aurait encaissé 22 buts dans un match. Bon, ça l'a vite convaincu de passer défenseur. J'imagine. Et déjà on voit son style se dessiner. Très physique. Tout à fait. Dans les rangs juniors, il se fait remarquer par son jeu, disons, engagé. Beaucoup de minutes de pénalité. C'est aussi à cette période qu'a lieu ce fameux incident avec Scotty Bowman. À l'accident qui a mis fin à la carrière de joueur de Bowman. Exactement. Une collision, une grave blessure à la tête. Talbot a toujours affirmé que c'était involontaire, un accident tragique du jeu. Et malgré ça, il arrive quand même chez les Canadiens de Montréal en 54-55. Le début de la gloire. Oui, il prend la relève d'une légende, Butch Bouchard. Il hérite du numéro 17. Et là, il s'impose. Qu'est-ce qu'il caractérisait sur la glace à cette époque? Il était grand pour l'époque, 1,80 m. Très solide. On le disait, rude, physique. Mais dans les règles, propre. Et surtout, un élément clé de la défense avec Doug, Harvey et Tom Johnson. Le fameux Big Three. Le mur défensif des Canadiens. Voilà. Mais pas seulement. C'était aussi un excellent passeur, très important pour lancer les attaques rapides des Canadiens. Son talent a d'ailleurs été récompensé individuellement, non? Je pense à la saison 61-62. Absolument. Sa meilleure saison statistique. Meilleur pointeur des défenseurs de l'équipe, sélectionné dans la première équipe d'étoiles de la LNH, Ah oui, quand même. et troisième, pour le trophée Norris, le trophée du meilleur défenseur. Ça situe le joueur au sommet de la Ligue. Mais évidemment, ce qu'on retient surtout, c'est... Les Coupes Stanley. 7 au total, 7 titres. Et surtout, la série incroyable de 5 titres consécutifs de 1956 à 1960. Il fait partie de ce club très fermé des 12 joueurs qui ont réussi cet exploit. Comment on explique une telle domination, une telle longévité au sommet? Talbot parlait d'une peur constante de l'échec. C'était ça, leur moteur. Et puis, il y avait une ambiance incroyable dans cette équipe. Une cohésion très forte. Et Talbot y jouait un rôle. Ah oui, un rôle central. C'était le bon vivant, le bout-en-train, connu pour ses blagues, même avec le grand Maurice Richard. Il avait ce rituel amusant de frapper le chapeau de l'entraîneur, Toblek, avant les matchs. Pour porter chance. Voilà. Et il était aussi un mentor pour les plus jeunes. Ce mélange de sérieux sur la glace, de camaraderie et de leadership, c'était sans doute la clé. Puis vient 1967, l'expansion de la LNH. Et là, c'est la fin de l'aventure à Montréal. Oui, c'est un tournant. Les Canadiens ne le protègent pas et il est réclamé par les North Stars de Minnesota, fin d'une ère. Après ça, sa carrière est plus... Nomade. Il bouge pas mal, oui. Minnesota, Détroit, Et puis c'est Louis. exactement, Saint-Louis, où il retrouve Scotty Bowman, qui est devenu entraîneur. Tiens, c'est intéressant ça. Après leur incident passé. Oui, mais visiblement, ils ont pu travailler ensemble. Avec un certain succès, d'ailleurs, puisque Talbot aide les Blues à atteindre 3 finales de Coupe Stanley. Même s'il les perd de tot. Oui, malheureusement pour eux. Il termine sa carrière de joueur à Buffalo en 71. Bilan, plus de 1000 matchs en LNH, plus de 1000 minutes de pénalité. Ça montre la longévité et l'engagement. Et il passe derrière le banc ensuite. Entraîneur. C'est ça. Il a du succès en Ligue junior de l'Ouest, il gagnait un championnat, puis des passages en LNH avec les Blues, les Rangers, et même dans la ligue concurrente, l'AMH. Paraît qu'il coachait en survêtement, d'ailleurs. Anecdote amusante. Après cette carrière bien remplie, il revient chez lui, à Trois-Rivières. Quel héritage laisse-t-il en dehors de la glace? Alors là, c'est une autre facette, mais tout aussi importante. Une vie de famille très stable. Il est resté marié 72 ans. Il est resté très lié aux Canadiens comme ambassadeur, et puis il a eu du succès comme représentant pour une brasserie. L'aréna de la ville porte son nom. Aréna Jean-Guy Talbot. Il y a un parc Jean-Guy Talbot. Et même un monument, une carte de hockey géante à son effigie. C'est très fort. Cet amour local, ça contraste un peu avec cette question qui revient souvent, son absence au temple de la renommée du hockey. Cette coupe et pas au temple. Pourquoi? C'est la grande interrogation.
Il est le joueur avec le plus de coupes Stanley, après Henri Richard, à ne pas y être. Alors pourquoi? Peut-être un style de jeu jugé moins flamboyant, le fait d'être dans une équipe avec tant d'autres stars, lui en tout cas restait très modeste là-dessus. Il nous a quittés récemment, en 2024, à 91 ans. C'était l'un des derniers de cette génération dorée des 5 coupes d'affilée. Oui. Les hommages ont été unanimes pour souligner l'homme, le coéquipier, le leader, le bout en train. Donc au final, Jean-Guy Talbot, c'était vraiment bien plus qu'un palmarès, aussi impressionnant soit-il. Exactement. Un défenseur rock indispensable, mais aussi un liant essentiel dans le vestiaire, par son humour, son caractère. Au cœur, vraiment, de la plus grande dynastie du hockey. Un vrai pilier, dont l'impact finalement se mesure autant par les coupes que par l'affection et le respect qu'il a inspiré, notamment chez lui à Trois-Rivières. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la suite. Si le temple de la renommée, c'est la consécration officielle ultime, est-ce que cet ancrage profond dans une communauté, cette admiration durable des pairs, comme pour Talbot, ne constitue pas une autre forme d'immortalité, peut-être tout aussi significative finalement?